Véronique. Ils vont parler de la continence et de la spontanéité. Et en fait, ils sont moniteurs conseillers en fertilité de la méthode M et ils ont suivi de nombreux couples. C'est à ce titre qu'on leur demande d'intervenir. Ils ont aussi sont intervenus dans des sessions des familles sur la théologie du corps. Et ils sont membres des Cigognes. Qu'est-ce que les Cigognes? Les Cigognes, c'est un groupe informel qui, depuis 22 ans, se réunit une semaine par an pour discuter de l'anthropologie des méthodes naturelles. C'est une espèce d'université d'été qui dure depuis 22 ans. Vous êtes conviés, c'est un groupe informel, vous êtes conviés. Si vous voulez participer aux Cigognes, vous pouvez très bien participer. Donc merci Philippe et Véronique de votre intervention. Merci, bonjour à tous. Vous entendez bien là? Oui, alors le sujet entre continence et spontanéité, donc au départ je devais parler tout seul. Et puis je me suis dit, non, en fait c'est une approche qui est plutôt de... Là on va vous parler en couple. Parce que vivre la continence chez un homme, s'il ne le vit pas en couple, il y a un petit souci, quoi. Voilà. Donc notre sujet parlera de la continence périodique et de la spontanéité des relations sexuelles au sein du couple. Bon, à première vue, donc, les deux mots semblent antagonistes. La continence est difficile à accompagner pour les monitrices, pour les moniteurs, les accompagnateurs, les professionnels de santé, je crois qu'ils sont présents donc, dans cette assemblée, que vous êtes. Donc, plus que les mots, mon expérience d'homme, déjà, d'époux, mais aussi d'accompagnateurs de nombreux couples qui sont passés chez nous, m'oblige à dire que la continence périodique, déjà, c'est difficile à vivre et qu'elle nécessite un travail. Nous dirions une ascèse, et que cela passe par un chemin de progression. À ce point-là, vous allez voir, on va le développer, il me semble également important. Donc c'est un travail de tous les jours, qui n'est jamais gagné d'avance, et toujours à remettre à l'ouvrage. Il y a une dynamique permanente. Donc je vous propose d'essayer de comprendre le pourquoi en fait de cet antagonisme, afin de tracer une voie de conciliation entre le vécu de la continence et la spontanéité au sein de l'intimité du couple. Donc, on commence quand même par définir les termes, me semble-t-il, parce qu'on peut mettre tellement de choses derrière. Donc, par continence, on entend aptitude à la maîtrise de soi durant les différentes phases du cycle féminin dans le but d'ordonner la vie conjugale. Évidemment, on parle de couple stable. Et par spontanéité, le libre cours à ses désirs, désir de communion conjugale, désir d'assouvir des besoins sexuels légitimes sans contrainte. Donc voilà les définitions que nous posons pour démarrer. Donc de fait, le respect des rythmes du cycle féminin ne coïncide souvent pas avec les désirs sexuels qui peuvent nous traverser. Les méthodes naturelles liées à cette alternance de périodes de continence peuvent sembler frustrantes, voire impossibles parfois, car contrariant nos pulsions ou nos désirs de rencontres sexuelles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça voudrait dire que finalement la nature est mal fichue? Bon, là, on a vu une belle démonstration que non, elle n'est pas mal fichue. Et qu'il faudrait trouver des subterfuges pour neutraliser ces périodes de cycle et ainsi garder la spontanéité de nos désirs de relations sexuelles. Alors, les obstacles, certes, sont bien nombreux. La peur de l'enfant, qui peut subvenir si on ne se protège pas d'une conception possible, la difficile maîtrise de soi dans le domaine de la gestion de sa libido. Ça, c'est particulièrement vrai pour les hommes, mais pas seulement. Également les femmes peuvent avoir cette difficulté. La difficulté à communiquer dans le domaine de l'intimité. L'expérience nous montre que c'est très très difficile de parler de cela en couple. Ose-t-on parler de ses faiblesses, de ses limites, de ses vulnérabilités, par exemple? Et puis enfin, la difficulté à se demander pardon et à pardonner. Bon, bref, la continence, ça ne nous laisse pas libres face à nos désirs.
Elle ne nous laisse pas libres de déployer toutes nos pensées, toutes nos émotions pour des retrouvailles épanouissantes. Alors que la spontanéité éviterait la fabrication des frustrés, des aigris, penserait-on, a priori. Voilà. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de faire un état des lieux, en fait, de la situation aujourd'hui, à notre époque, en 2024. Il se trouve qu'on a la révolution sexuelle qui est passée par là, hein, avec cette spontanéité du désir, et ça, c'est depuis un demi-siècle, hein, et qui nous a laissé quand même quelques enseignements. Depuis la révolution contraceptive, les slogans que vous connaissez, enfin en tout cas moi je m'en souviens, hein, il était interdit d'interdire, nos corps, nos vies nous appartiennent, contraception gratuite, libre avortement ou ça va péter, plutôt jouir que se reproduire, laissez-nous choisir. Ça a façonné les comportements et ça a même induit un cadre légal, hein, on le sait bien encore aujourd'hui, et qui vont modifier substantiellement les valeurs familiales. Et ça, dans un certain nombre de domaines. La vie en couple, hors mariage, a explosé. Elle est majoritaire en France aujourd'hui. Et lorsqu'il y a mariage ou pax, le nombre de divorces est très important. Et c'est en hausse toujours, constante. Le nombre de mères célibataires, toujours plus nombreuses, a fait grossir la pauvreté. L'avortement est important. Voilà. Avec la libération sexuelle, le nombre de MST, qui a augmenté très fortement. Avec les médias et l'Internet, l'invasion de la pornographie, l'hypersexualisation des médias et de la culture qui s'est faite, et on peut le dire quand même, au détriment des femmes, avec l'augmentation des cas de violences sexuelles. Bon, le détricotage anthropologique qui s'est accéléré avec la théorie des genres, voilà. Et à cela, maintenant, une révolution écologique, et qui s'articule autour de l'urgence climatique, de la pollution des milieux, on a entendu une question tout à l'heure, hein, de la raréfaction des ressources, du gaspillage alimentaire, ça moi je peux vous en parler, c'est mon métier, donc je travaille là-dedans, et sous sa face plus vertueuse, autour de la préservation de la biodiversité, avec une alimentation plus saine et plus de sobriété dans tous les domaines, même sexuels. Mais rajoutons quand même que cette transition écologique angoisse nos contemporains au point même que l'avenir leur paraît foutu. Je suis très frappé moi, de voir autour de moi, dans mon travail, dans l'industrie, de mes collègues jeunes femmes qui ne veulent plus d'enfants. Ils ne veulent plus d'enfants. Parce qu'elles ont peur de... Voilà, bon, bref. Du coup, en fait, la maison brûle, comme dirait Jacques Chirac en Afrique du Sud. Donc voilà, donc faut plus faire d'enfants. Donc factuellement, on peut dire que la libération sexuelle laissant libre cours à la spontanéité du désir, à une sexualité désentravée du carcan patriarcal, n'a pas amélioré la situation des femmes, des couples et de la famille. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc nous sommes passés en 50 ans de la spontanéité du désir à la tyrannie du désir. Le tout dans un contexte angoissant, il n'y a qu'à écouter les jeunes aujourd'hui, de fin du monde, de fin d'un monde, où l'urgence climatique est une nécessité. Bon, bref, je vous fais un tableau clinique un peu accablant. Donc on peut quand même dire que cette révolution sexuelle-là, elle est à bout de souffle. Cependant, il faut noter que ces jeunes générations, quelque peu déboussolées, et on peut les comprendre, par tous ces vents contraires, nihilistes, très anxiogènes, voient bien que les fruits de cette révolution culturelle et sexuelle sont amers et qu'il est temps de chercher d'autres voies. Et certains sont prêts à fournir des efforts importants, et ce point-là, il va être clé, hein, vous allez le voir dans la suite de ce qu'on voudrait de cette causerie, et à changer radicalement en s'opposant à l'ancien paradigme de l'homo consumens, individualiste, des générations précédentes. Et on le sait, c'est les minorités créatives qui font le monde de demain. Donc, nous venons de le dire, dans le domaine de la vie sexuelle, les hommes, les femmes, les couples sont moins rétifs, voire plus attentifs à rechercher une cohérence entre toutes ces grandes causes planétaires et un mode de vie plus sain, plus sobre, plus respectueux pour leur corps et pour leur vie sexuelle. Mais donc, où peut bien se situer cette vie conjugale harmonieuse et conviviale
quand tous ces facteurs exogènes vous assaillent et vous agressent. Comment faire sans se résigner à une vie sexuelle insatisfaisante, dominée par le moralisme, autoriser, interdire, et une spontanéité érotique absente, ou une tyrannie du désir violente et privative de liberté? Il se trouve, en fait, qu'en parallèle, il y a une voie singulière, au travers de l'Église catholique, à total contre-courant, qui a continué à nous enseigner sur l'importance du corps et sur une écologie, pour le coup, qui est dite intégrale, hein, parce que tout est lié, et qu'elle intègre tout l'homme, jusque dans ses dimensions sexuées. Et je vais vous citer une phrase du pape François qui en fait est le noyau de ce qu'on va vous dire. On la reprendra à la fin parce qu'elle est très dense et tout est dit et qu'on va essayer un peu de vous expliciter. Le pape François écrit « À ceux qui craignent que dans l'éducation des passions et de la sexualité, on ne nuise à la spontanéité de l'amour sexuel, Saint Jean-Paul II répondait que l'être humain est appelé à la pleine et mûre spontanéité des rapports, qui est le fruit graduel du discernement des impulsions du propre cœur. C'est une chose qui se conquiert, puisque tout être humain, avec persévérance et cohérence, apprend quelle est la signification du corps. » Vous voyez, c'est dense, mais on va essayer de développer ce point. Voilà, tout est dit ici. Chaque mot compte. Donc ça veut dire qu'il serait possible d'accéder à une pleine spontanéité qui ne nuirait pas à la sexualité du couple. Mais alors, en fait, de quelle spontanéité on parle? Et comment on y accède? Et par quel chemin? Benoît XVI, encore un autre pape, va nous donner une première clé. Il dit, si l'éros est considéré comme un amour capable de désir et d'union, l'agapé se traduit par un amour capable de sacrifice, dans lequel on veut le bien de l'autre, même à ses propres dépens. Donc l'amour érotique est bon, mais il faut le libérer de l'égoïsme. Et ces deux formes de l'amour, l'éros et l'agapé, ne sont pas opposées, mais au contraire représentent deux aspects d'une même réalité qu'il nous faut intégrer pour que naisse un véritable amour conjugal. Donc cette vision de l'amour, c'est important parce qu'elle découle d'une vision positive sur le corps, positive sur la sexualité. La nature humaine, en fait, en soi, est bonne car elle est créée par Dieu, mais en fait, elle est blessée. Elle est blessée par le péché. Et une des manifestations de cette blessure, c'est la concupiscence, c'est-à-dire la convoitise du corps, de la chair et des choses matérielles. Et nous croyons donc, dans cette approche chrétienne, nous croyons que nous avons été rachetés, élevés par Dieu, qui a pris notre nature humaine pour nous libérer, en fait, de l'esclavage de ce péché. Et donc le corps et le sexe ne sont plus condamnés par cette blessure du péché. Donc, il nous faut trouver des chemins qui nous ouvrent vers plus de liberté, et cela jusque dans notre vie sexuelle. Et il s'agit à ce moment-là de travailler à développer les vertus, parler de tempérament, de l'inné, et par les vertus, d'aller jusqu'à la personnalité. Hein. Donc, de développer les vertus, qui est un de ces chemins de libération. Et dans le domaine de la sexualité, ça s'appelle la continence. C'est le premier mot de cette causerie. Alors, le théologien et moraliste dominicain, j'ai trouvé cette image très, très belle, très intéressante, Theodor Pinkers, nous l'explique assez bien au travers de l'image de l'apprentissage de la musique. Il nous dit « Tout le monde a la liberté de taper sur les touches d'un piano, mais la cacophonie qui en résulte ne peut être considérée comme spontanée que dans un sens réduit, celui du hasard. Mais seul celui qui a appris les bonnes règles et acquis une compétence suffisante par la pratique et l'autodiscipline est vraiment libre de faire de la musique spontanément. Une telle musique possède les qualités d'harmonie,
de beauté, de créativité et génère un plaisir spirituel. Même lorsqu'il s'agit de jouer un morceau composé par d'autres, cette musique appartient exclusivement à la personne qui l'interprète. Elle réussit à jaillir de la personne, à fructifier dans le musicien même et dans tous ceux qui l'écoutent, précisément parce qu'il a maîtrisé tout ce qui entre en conflit avec son art. Voilà. Donc certes, le cycle féminin pose des contraintes qui peuvent paraître parfois insupportables et insurmontables même. Mais loin d'être des limitations imposées à sa liberté, elles permettent au couple de se développer, en fait, et de déployer leur amour. En fait, ces contraintes sont nécessaires pour que nos sentiments acquièrent leur rectitude, leur vérité, et parviennent à s'accorder à la spontanéité profonde, spirituelle profonde, pardon. Donc, à la lumière de ces considérations, on commence à voir que la spontanéité érotique, défendue par mainstream, par la pensée dominante, c'est pas une véritable spontanéité, mais en fait c'est l'esclavage de la concupiscence. Voilà. C'est un bruit cacophonique, si on reprend l'image de la musique, de la satisfaction de ses pulsions sexuelles à chaque fois qu'elles se présentent. La véritable spontanéité érotique va descendre d'un cœur vertueux qui va posséder la maîtrise de soi qui est nécessaire pour dire non à tout ce qui va à l'encontre du véritable amour conjugal, érotique et agapique en même temps. Voilà, donc les périodes de continence sont comme les pauses d'une composition musicale dans laquelle on va savourer les résonances de ce qui a précédé et on va attendre avec impatience ce qui pourrait venir. Donc l'alternance des phases de cours, de lune de miel, va permettre au couple non seulement de perfectionner la maîtrise de soi sur le plan sexuel, mais aussi de trouver une variété d'intermèdes pour exprimer son amour et maintenir un sentiment de nouveauté, c'est important, et d'exaltation de sa relation conjugale. Bon. Véronique, pour l'instant, n'a pas parlé, mais justement, c'est son moment, parce que concrètement, comment on fait? Voilà, il faut être réaliste, en fait, et dire que la totale liberté dans nos rapports conjugaux, permettant cette spontanéité dans la vie sexuelle, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage qui est exigeant, qui est difficile, et avec des étapes, avant de pouvoir atteindre la maîtrise de son art. Alors, concrètement, quels moyens se trouvent à notre disposition pour accompagner les couples? On n'en a pas pointé 4, 3, 12, on en a pointé 11. Et donc, si le chrono, on va pas assez vite... Ah ouais, mais j'ai pas mis... Ouais, d'accord. Alors, 11 moyens comme 11 exercices pour travailler ces gammes, si l'on reste dans la métaphore musicale, afin de devenir plus autonome, plus soi-même, plus spontané dans l'interprétation des mouvements symphoniques que la nature nous a légués. Et il nous paraît intéressant que pour les accompagnateurs que vous êtes, de les avoir en tête et de les actionner en fonction de la situation et du besoin du couple. Je les cite d'abord. On a le principe de gradualité, l'invitation à l'émerveillement, l'importance de réserver du temps pour son couple, l'acceptation de ses faiblesses, de ses vulnérabilités, la question de la fertilité et de l'accueil des enfants, le pardon, la chasteté, la fidélité, la tendresse et l'amitié. On a peut-être oublié. Déjà, là, il y a une panoplie de moyens et on va essayer de développer avec Véronique. Alors, le premier principe, le principe de gradualité. Il s'agit en fait d'accompagner les couples sur un chemin de progression où chaque pas compte, où la chute est possible. Et la pause, parfois, est nécessaire. L'important, en fait, c'est de vouloir rester dans cette dynamique de progression et de conversion et de rappeler le but à atteindre. C'est important d'inviter le couple à identifier les tempéraments de chacun et les vertus associées au développement du caractère afin d'aider celui-ci à mieux appréhender les difficultés, mieux les contourner, mieux s'épauler mutuellement. Je crois qu'il va y avoir des exercices demain sur tempérament, caractère, vertu, on a déjà commencé tout à l'heure. Mais en fait, c'est vrai que dans le principe de gradualité, c'est un bon socle de départ si on a ces notions-là, pour ensuite accompagner les couples quand ils viennent avec leurs difficultés, leurs questions, etc. L'émerveillement.
Un second principe pourrait être d'inviter les couples à l'émerveillement, en fait, parce que c'est une des clés du bonheur conjugal, nous semble-t-il. Parce qu'en fait, s'émerveiller, c'est vouloir le bien de l'autre et non son propre bien. Et là, nous sommes dans l'amour agapique. N'oubliez pas, il y a ces deux amours qu'il faut tenir conjointement. Donc, en fait, faire redécouvrir que son conjoint est un don merveilleux, redécouvrir ses talents, ses richesses, prendre le temps de se regarder, de se sourire, de se donner des rendez-vous, comme le devoir de s'asseoir, par exemple, vous connaissez peut-être. Voilà. Donc ça, c'est des choses que les femmes aiment bien. Pour les hommes, c'est très difficile. En fait, faire prendre conscience que mon conjoint, notre relation, c'est un don, en fait. C'est un don. Notre relation, c'est un don. C'est un don merveilleux. C'est un bien commun. Voilà. Par exemple, pour la croissance des enfants. Voilà. Et donc, il faut en prendre soin, parce que c'est fragile. On le voit bien tous les jours. Car derrière, en fait, l'émerveillement, il y a la recherche du beau. Il y a la beauté derrière. Et le beau, c'est une force. Et cette force, elle procure de la joie. Donc, en fait, voilà, vous voyez, c'est toute une mécanique. Mais, en fait, aussi, comment répondons-nous de ce don reçu? C'est une question que l'on peut poser au couple ou à la femme qui vient vous voir. Une autre piste, c'est d'interroger le couple sur la gestion de son temps. Donc en fait, quelle place font-ils pour protéger et approfondir leur relation conjugale, et en particulier leur intimité? C'est une question également qu'on peut leur poser. Quand nous recevons des couples ensemble, nous pratiquons très volontiers ce qu'on appelle la thérapie de l'agenda. C'est-à-dire que quand les couples nous expriment des difficultés, en particulier sexuelles, sur leur intimité conjugale, on regarde ensemble leur agenda. Et non, mais alors en région parisienne, peut-être encore plus qu'en province, mais je ne suis pas vraiment sûre qu'il y ait une grosse différence. Mais leur agenda est bourré. Lundi, c'est groupe de prière. Mardi, c'est intervention à la paroisse. Mercredi, c'est réunion de parents. Jeudi, ils n'ont pas le temps de préparer une rencontre sexuelle. Ça demande un petit peu de temps si on veut que ça soit satisfaisant. La chasteté. Donc la chasteté, c'est un chemin de libération. Et dans la définition que l'on donnerait, c'est en fait la chasteté, c'est trouver en fait la juste distance dans la relation avec autrui. Donc également avec son conjoint. Mais la chasteté, ça pourrait être trouver cette juste distance avec tout un chacun. Alors, Saint Jean-Paul II, d'ailleurs, nous dit une chose là-dessus, c'est une vertu qui est difficile et dont l'acquisition n'est pas immédiate, qu'elle demande du temps et qu'il faut attendre ses fruits. Voilà. Mais dit-il, termine-t-il, elle est la joie infaillible. Non, elle est la voie infaillible à la joie. Vous voyez, donc on parle de beauté, on parle de joie, ça fait peut-être bizarre, mais c'est clé quand même dans tout ça. Donc c'est une disposition du cœur, la chasteté, qui s'appuie là aussi sur la maîtrise de soi. On en a parlé tout à l'heure, en vue de se donner librement et gratuitement, et en fait qui n'objectise pas l'autre. Et là, on est vraiment dans l'interaction érotique agapique. Voilà. Et cette maîtrise de soi, elle nécessite le développement de la tempérance pour faire en sorte que le corps et nos sens trouvent leur juste place, qui leur revient dans notre être humain. Et encore une fois, ça s'acquiert progressivement. La chasteté consiste à accepter son être sexué. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Passer à l'exemple directement. Tu voulais passer à l'exemple directement. La tentation de l'homme, c'est souvent plus sur le regard concupiscent et la femme plus vers la séduction. Lors d'une intervention qu'on avait fait une fois, on avait demandé à un prêtre de venir nous expliquer comment il vivait la chasteté en tant que prêtre. C'est un prêtre de la Côte d'Azur. Et du Midi de la France. Et il nous témoignait de sa réaction face à ce qu'il disait en plaisantant, il y a une pénurie grave du textile dans le sud de la France. Les paroissiennes sont parfois très très peu habillées. Et il nous avait expliqué comment il travaillait, comment il réagissait, et en particulier comment il avait ce double mouvement lorsque il identifiait en lui un regard parfois qui était pas suffisamment chaste. Il avait un double mouvement de leur pardonner leur nudité partielle et leur pardonner et comment dire j'ai perdu la fin. Voilà, c'est ça surtout intérieurement. Il se confiait à la Vierge Marie, il leur pardonnait leur manque d'unité et il les invitait intérieurement à demander pardon, elle aussi.
pas très clair. Non, c'est pas ça, Non. mais J'ai perdu, moi. non, voilà, il avait en tout cas un mouvement intérieur Oui. où il pardonnait à ces personnes qui ne se rendaient pas forcément compte de l'effet qu'elles pouvaient produire sur lui. Il les pardonnait Voilà. et il leur demandait pardon. Voilà. Voilà. Et alors, bon, après, il avait une dévotion mariale, et pour lui, c'était important parce qu'il avait voilà, pour lui, Marie, c'était aussi la femme, c'était la mère, et que c'était pour lui des mouvements du cœur importants qui pouvaient lui permettre d'équilibrer et d'assagir les pulsions qu'il pouvait ressentir quand il avait c'était Agression. agressif pour lui. Voilà. Et donc, il nous témoignait de ça de manière très courageuse, parce que j'imagine que ça ne doit pas être le seul. Voilà. Donc, c'est On voilà avait un exemple. d'ailleurs eu du mal à trouver des volontaires dans les membres du clergé qui étaient là, il y en avait pas mal, d'en trouver un qui accepte de témoigner sur le sujet. Ouais. Alors, l'amitié également. Donc, un autre point qu'on peut actionner. Cardinal Newman nous dit « L'amitié consiste à vouloir que l'autre devienne meilleur. Viser l'âme de l'autre. C'est la condition sine qua non d'une amitié véritable. Faire grandir l'autre tout en grandissant mutuellement. » Agapique, encore. Hein. Donc, en fait, mon conjoint, c'est la question qu'on peut poser au couple. Hein. Est-ce que mon conjoint, c'est mon meilleur ami ? Est-ce que mon conjoint, c'est mon meilleur ami ? Il l'a été au début, ça c'est sûr. Il l'a été. Est-ce qu'il l'est encore ? Qu'est-ce que je partage avec lui ? Quelle priorité je partage avec lui ? Voilà. Est-ce que je cherche à construire cette amitié profonde 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après ? Voilà. En fait, parce que cette amitié du couple, c'est un noyau qui est solide pour la vie du couple et qu'il s'agit de maintenir et de construire. Hein. Donc là, vous connaissez les 3 B. Vous connaissez les 3 B hein, qui peuvent contribuer à maintenir cette amitié. Hein, c'est biendisance, bienveillance et bienfaisance. Voilà, qui permet de maintenir un climat hein, important, qui permet de grandir dans de nourrir cette amitié. Hein. Et puis peut-être aussi, maintenant c'est quelque chose qu'on connaît bien, mais c'est chercher le langage de l'amour qui correspond à l'autre, à son ami, son conjoint. Hein. Quel est son langage de l'amour ? Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le travailler. Bon, nous, on l'a découvert tardivement, hein, mais c'est important aussi. Voilà, et dans une relation d'amitié, il peut y avoir des épreuves. Hein, et ça permet aussi souvent à une relation de s'approfondir en dépassant les limites de chacun et les défauts de chacun. Donc, l'ami est celui qui accepte l'autre dans ses défauts et ses limites. Et il est celui qui accepte aussi de traverser l'épreuve à ses côtés. Encore un point, donc, il y a le temps. Faiblesse et vulnérabilité. Hein. Accompagner les couples là aussi à en prendre conscience, ne peut en fait que les faire progresser. Dans l'échange que vous avez avec les couples, c'est vrai que souvent on voit bien les difficultés, les vulnérabilités qu'ils peuvent avoir. Et s'ils en ont conscience, les pousser à dialoguer avec l'autre ne peut être qu'un chemin parfois difficile, mais constructif. Nous avions reçu une fois un couple. Elle avait choisi d'enlever son stérilet parce qu'elle avait entendu des témoignages sur les méthodes naturelles, sur une vie sexuelle plus harmonieuse. Et elle était déçue parce que ce n'était pas suffisamment le cas. Et lorsqu'on avait reçu le couple, parce qu'au début elle était venue seule, lui nous avait dit devant elle, avait pu lui partager, mais en fait chérie, j'ai des difficultés professionnelles, mon entreprise va pas bien, je ne suis pas disponible. Comment ça se ressentait au niveau de la qualité de l'intimité conjugale, du fait de ses difficultés à lui en particulier. Voilà, encore un point, la fertilité. Donc, aider le couple à se poser la question de sa fertilité, que ce n'est pas une maladie, hein, que l'ouverture à la vie, ça passe également par un apprentissage à la maîtrise de soi, hein, pour rechercher une plus grande liberté dans nos décisions et nos comportements, jusque dans la relation sexuelle, sans barrière, entre guillemets. Nous recevons beaucoup de couples de fiancés, et parfois on voit chez certains, j'ai un couple en particulier en tête, où l'importance d'obéir à la loi de l'Église, et donc en tant que fiancés, ils n'avaient eu aucun mal à respecter
la virginité avant le mariage pour tous les deux. Mais une fois mariés, il n'y avait plus cette loi. Et puis, sinon la loi des méthodes naturelles qu'ils voulaient eux aussi respecter. Mais du coup, ils avaient une difficulté au niveau de la maîtrise de soi. Et c'est les enfants qui sont arrivés très rapidement et qu'ils n'arrivaient plus à maîtriser. Voilà, et donc ça se voyait à ce niveau-là. C'était difficile à gérer. Un autre exemple qui m'a frappé il n'y a pas si longtemps que ça, pareil, des couples de fiancés qui avaient eu aucune difficulté à gérer la continence avant le mariage. Et quand je les ai reçus, alors j'étais seule cette fois-ci, après le mariage, je leur ai demandé comment s'était passé le mariage, le voyage de noces. Et elle m'a dit, en voyage de noces, on a utilisé des préservatifs parce qu'on était dans un cadre super, l'hôtel était magnifique, fallait quand même qu'on puisse en profiter. Quand je me suis tournée vers monsieur en lui demandant comment il avait vécu ça, il a répondu « J'ai trouvé ça très violent ». Alors elle est tombée sur le derrière, s'est tournée vers son mari en disant « Mais enfin chérie, nos unions étaient très belles ». « Ma chérie, j'ai trouvé ça très violent, très violent ». Elle avait du mal à l'entendre. Elle ne voulait pas l'entendre. Voilà. La fertilité. La suite. La suite, ça se fait pas. Je ne vais pas tout vous raconter maintenant. Mais la suite demande un cheminement. Hein, ça se fait pas du jour au lendemain. Hein. Oui, en fait, c'est bien pour ça qu'il y a 11 points. Il faut les actionner les uns après les autres comme on peut. Voilà. Alors la fertilité également. Hein. Aider le couple à se poser la question de sa fertilité. On en parle. Pardon, excusez-moi. L'accueil des enfants. Voilà. Donc bon, les premiers chrétiens, vous savez comment ils étaient nommés ? On les nommait ceux qui ne tuent pas leurs enfants, en fait. Parce qu'ils ne pratiquaient pas l'infanticide, ils ne pratiquaient pas l'avortement dans les premiers temps de la période romaine. Et là, tout ça pour dire, parce qu'un amour vrai, ça pousse l'amour conjugal dans cette dimension d'union et de procréation, et dans un souci de responsabilité. Et là, aujourd'hui, Véronique, je le vois bien, elle est sage-femme, donc elle est vraiment confrontée au quotidien à cette question-là. Et les seules femmes, les seuls couples qui refusent l'avortement, en particulier quand il y a un handicap, un enfant trisomique, c'est les musulmans et les chrétiens. Et les autres, c'est très rare qu'ils résistent à la pression très importante qui est exercée. Voilà, donc ça, c'est un sujet extrêmement sensible. Voilà, il y a même aujourd'hui, on ne peut pas en parler, quasiment. Hein, on s'autocensure. Mais c'est un point, si vous en avez la possibilité, ça c'est à sentir dans l'échange que vous avez avec le couple, c'est un point qui souvent est refoulé, qui est caché, mais qui peut s'il arrive à sortir, être un chemin de libération. Le pardon, prendre soin de son couple en vivant le pardon mutuel, parce que ça permet de restaurer la communion, en fait. Hein. Et c'est une des clés pour durer dans la vie conjugale. Là, c'est pareil, le nombre de couples qu'on peut voir où, année après année, il y a des strates de non-dits, de pardon non donné. Et voilà, essayer d'aider le couple justement à travailler cette dimension du pardon. Et ça permettra ensuite, comme une pelure d'oignon, à aller les chercher les uns après les autres, en enlevant les pelures. La fidélité. Donc la fidélité qui nous semble être aussi un socle indispensable pour construire dans la durée une relation de confiance et d'abandon. Alors il y a beaucoup de manières d'être infidèle à son conjoint. On peut être infidèle par le travail, par les amitiés ambiguës, par le regard concupiscent, par la séduction, par l'imagination, par les addictions de toutes sortes. En fait, hein. Donc inviter le couple également à échanger sur ce sujet, c'est pareil, ça peut l'aider à chercher des pistes de libération. Et c'est surtout ancrer leur relation dans cette confiance et cet abandon qui est indispensable. Les premiers thérapeutes, qui étaient les pères du désert, ils ont élaboré des recommandations que je trouve géniales pour soigner ce qu'ils appelaient les maladies de l'âme. Et ils appelaient ça, en fait, la garde du cœur. Ça permettait de contrôler ses pensées, et ça, ils avaient une méthode pour ça. Déjà, la garde du cœur en ne polluant pas son regard par des images, par exemple, pornographiques, érotiques. Et on le sait aujourd'hui, c'est un combat extrêmement difficile, constant, plus masculin, mais de plus en plus également qui touche les femmes. La garde du cœur avec son imaginaire. Et là, les femmes, peut-être, ils sont plus sensibles, parce que le vélo de l'imaginaire,
se met plus facilement en route peut-être chez les femmes. Bon, et encore, c'est une généralité que je dis, hein, mais voilà. La garde du cœur dans l'intimité. On peut être dans les bras de son conjoint et être absent et préparer ses courses. Hein. Voilà. En fait, ce sont toutes ces petites infidélités, hein, ces petites pensées virtuelles sur lesquelles on se dit c'est pas grave, mais en même temps, elles font leur œuvre de non-communion. Hein. On est sur l'agapé là, hein, entre les époux. La garde du cœur, en fait, voilà, c'est une attitude intérieure de vigilance, à la fois un mélange de fermeté et de douceur, qui permet de poser des actes de refus vis-à-vis d'une tentation extérieure, d'une pensée ou de notre imaginaire. Et donc, c'est se réserver en fait dans son cœur et tout son être pour le don total de soi à son conjoint, et c'est-à-dire concrètement dire non en fait à toute autre sollicitation. Donc, être très vigilant à tous ces petits glissements qui peuvent se mettre en place. Donc, en fait, c'est un cheminement individuel, mais qui peut-être se vivra à deux. Nous avons reçu un couple de fiancés il y a quelques années, et lui nous a dit très rapidement, devant sa fiancée qui était au courant, qu'il était addict à la pornographie. C'était pas rien, hein, parce que quelque part il y a un manque de liberté, il y a une infidélité déjà qui est vécue, alors à son corps défendant, hein, c'était pas du tout un- un désir de sa part, mais n'empêche que c'était une vraie question quand même qu'on a abordée ensemble pendant plusieurs séances. Et pour la fiancée, c'était dramatique au départ, parce que l'infidélité était vraiment posée, mais elle était dite par contre. Et donc il a fallu le travailler, il a essayé très courageusement de travailler cela, il a essayé, et bon, il se trouve que la conclusion était extrêmement difficile, parce qu'il était... Vraiment C'était addict. plus qu'une addiction, c'était une maladie. Oui, il avait demandé à Philippe de Voilà. l'accompagner Mm. avec tout un chemin. Il y a un livre. Voilà. Donc moi, je me ouais. suis très vite retrouvé comme accompagnateur sur un sujet avec cet homme, mais très vite, je me suis senti incompétent. Et je lui ai dit, écoute, on a fait le maximum, et maintenant j'arrête, moi. Je ne peux pas aller plus loin, parce que, en fait, je pense que là, c'est plus de mon ressort et de ma compétence. Il y a Faut une que t'ailles addiction. faut que t'ailles voir un thérapeute spécialisé. Ce qu'il a fait d'ailleurs, je crois. Puis je lui dis, puis on n'en parle plus, ça ne me regarde plus. Mais par contre, et ça avec son épouse. Et je ne suis pas certain que ce soit un cas exceptionnel. Vous voyez. La tendresse, d'accord. Ah, la tendresse, donc qui pourrait se définir comme une forme d'affection, de sensibilité, de considération bienveillante à l'égard d'un autre, hein, sans qu'il existe d'éléments de contrainte que la passion ou le désir pourraient susciter. Voilà. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a la journée des câlins, le 21 janvier. C'est les Américains qui ont inventé ça. Ouais, le Hug Day, je crois. Hein. Bon, en fait, et il paraît que ça favorise la sécrétion de l'ocytocine. Donc, voilà, je vous invite à faire la journée des câlins, mais c'est surtout inviter les couples hein, qui peuvent vous recevoir au Hug Day. Hein. Suite à une intervention, un couple était venu nous voir nous disant que ça faisait des années qu'ils n'avaient plus de relations sexuelles. C'était une retraite des équipes Notre-Dame, ils ne savaient pas du tout quel topo ils entendraient, ils n'étaient pas venus exprès. Hein. Ils étaient venus nous voir après, et on leur avait conseillé déjà, bon, évidemment de se faire aider, conseiller conjugal, etc., mais déjà de commencer par des petits gestes de tendresse gratuite. Pas tout de suite, allez, demain c'est crac-crac boum. Non, commencez par vous prendre dans les bras, obligez-vous à des petits gestes de tendresse. Donc, en conclusion, on pourrait dire que ces 50 dernières années nous ont appris que la révolution sexuelle qui était annoncée, qui a été mise en œuvre, en fait, nous ont enfermés dans des impasses, en générant en fait des nouvelles pauvretés affectives et matérielles. Et vous, comme accompagnateur, vous le voyez ça, vous les vivez maintenant, vous en voyez les conséquences. Hein. Et en fait, parce que la spontanéité érotique de cette révolution n'était autre qu'un esclavage de la concupiscence, du désir de posséder, d'objectiser l'autre, son conjoint. Et cette petite voix, hein, à rebours de ces puissants courants, et qui s'appuie sur une tradition multimillénaire, mais qui est renouvelée, qui est neuve, en fait, aujourd'hui, nous propose un véritable chemin de libération où cette spontanéité érotique est possible à condition de s'appuyer sur la vertu de continence, hein, en travaillant la maîtrise de soi, pour dire non à tout ce qui va à l'encontre du véritable amour conjugal, érotique et agapique. Ce qui me frappe aussi beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, je vous parle de maîtrise de soi, je vous parle de chasteté. Je pense qu'il y a 10-15 ans, ce n'est pas possible. Ces mots-là étaient tabous.
on s'auto-censurait. Et je suis frappé de voir que les jeunes générations, justement, elles ont plus ce souci de l'effort parce qu'elles ont pris conscience que, bon, bah là, voilà, on s'est tapé 50 ans d'expérience sur l'évolution sexuelle, c'est des impasses. Les fruits sont trop amers. Il faut aller chercher autre chose. Voilà, donc en fait, continence et spontanéité ne sont plus antagonistes si l'on a le souci, comme un musicien, apprenti, de travailler ses gammes pour pouvoir jouer et interpréter librement le morceau que le bon Dieu, en fait, a créé. Donc, c'est un apprentissage exigeant, difficile. On a souvent envie d'abandonner parce que les couacs sont humiliants, décourageants, parfois. Voilà. Mais c'est toujours à travailler et à retravailler. Je suis guitariste, j'aime bien jouer de la guitare et j'aime bien chanter en même temps. Mais si je n'ai pas exercé régulièrement mes doigts avant ou travaillé mes cordes vocales, la partition que je vais jouer, elle ne sera pas fluide. Voilà. Je vais être entravé dans mon exercice à chanter et jouer pleinement, en fait. Et alors après, pour les autres, c'est très désagréable. Surtout si on doit jouer ou chanter ensemble. Nous, on anime souvent la messe. C'est vrai que si on n'a pas répété ensemble avant... Donc, vous le voyez bien, en fait, il faut se faire accompagner pour ça. Pour pouvoir bien jouer ses gammes, il faut se faire accompagner par un bon professeur. Ça nous semble indispensable. Et le premier des professeurs, déjà, c'est le conjoint. Le premier des professeurs, c'est le conjoint. Parce qu'il veut notre bien. Voilà. Il a le souci de me faire progresser pour le bien commun qu'est notre relation. Le second professeur, c'est vous. Voilà, parce qu'en fait, vous connaissez les règles musicales, vous possédez les outils pédagogiques pour contourner les obstacles. Voilà. Donc votre expérience permet d'expliquer la nature et l'intensité des difficultés rencontrées à venir. Donc maintenant, je vais vous relire cette phrase que je vous ai lue tout à l'heure, et en espérant que vous la comprenez peut-être un peu mieux. Donc du pape François qui dit « À ceux qui craignent que dans l'éducation des passions et de la sexualité, on ne nuise à la spontanéité de l'amour sexuel, Saint Jean-Paul II répondait que l'être humain est appelé à la pleine et mûre spontanéité des rapports, qui est le fruit graduel du discernement et des impulsions du propre cœur. C'est une chose qui se conquiert, puisque tout être humain, avec persévérance et cohérence, apprend quelle est la signification du corps. » Voilà, donc au début du travail sur la continence, le cycle féminin pose des contraintes, certes, mais loin d'être des limitations imposées à sa liberté, elles permettent au couple de développer et déployer leur amour érotique et agapique en même temps. Donc c'est un chemin qui peut nous mener vers une aventure intérieure, plus humaine, comme dit Blaise Pascal, parce que l'homme passe infiniment l'homme. Moi j'aime beaucoup cette phrase. Voilà. Et je terminerai avec une phrase de Saint Jean-Paul II dans le Don désintéressé, qui nous dit « La femme est donnée à l'homme afin qu'il puisse se comprendre lui-même et réciproquement. L'homme est donné à la femme avec le même objectif. Ils doivent confirmer mutuellement leur propre humanité, s'émerveillant de leur double richesse. La conscience du don et de la donation est clairement inscrite dans la création. En créant l'homme masculin et féminin, Dieu transmet à l'humanité le mystère de cette communion qui est le contenu de sa vie intérieure. » Je vous remercie. Nous vous remercions. Bon, merci Philippe et Véronique de cet excellent exposé sur la spontanéité et la continence. Moi, personnellement, je serais très intéressée par les références de la phrase du pape François, que je ne connaissais pas. Oui, c'est Amoris Laetitia. Donc, à la limite, de toute façon, on va vous le passer. Oui, merci beaucoup. Voilà. Ça sera on va passer aux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Pour étayer votre exemple du prêtre par rapport à la partielle nudité vestimentaire d'une femme, lors d'un grand repas très, très beau, il y avait un évêque et à côté d'elle, une femme très peu vêtue. À la fin du repas, l'évêque lui dit « Madame, voulez-vous prendre une pomme en dessert ?» Elle répond « Non, je vous remercie, j'ai assez déjeuné. » Une deuxième fois, il dit « Madame, voulez-vous prendre une pomme ?» Non. Et la troisième fois, il fait la même proposition. Et à ce moment-là, l'évêque la regarde et lui dit « Madame,
C'est lorsque Ève a mangé la pomme qu'elle a vu qu'elle était nue. Merci. C'est bien dit. Je vous remercie beaucoup, c'était très intéressant, j'ai vraiment apprécié. Et je voulais juste apporter peut-être un 12e moyen que nous, on a recommandé à des couples qu'on accompagne avec mon mari et qui nous a beaucoup aidés déjà pour nous-mêmes. Je pense que le public sera réceptif, j'espère. C'est la prière. Bien sûr. Voilà. Nous, on l'a expérimenté. Moi, j'ai fait l'expérience de la prière des frères à un moment où la continence périodique était vraiment très, très difficile à vivre. Et on a vu un avant et un après. Et donc, c'est quelque chose qu'on recommande. Et souvent, les couples nous disent on n'y a jamais pensé. Enfin, voilà. Donc, c'est peut-être un 12e moyen. Et puis, je voulais ajouter aussi le fait de pouvoir en parler. C'est vrai, quand on est moniteur d'une méthode naturelle, on reçoit des couples, ils n'ont jamais parlé de cette difficulté dans la continence périodique. Et ils croient que nous, les moniteurs, on est, comme dit mon mari, on est ceinture noire de chasteté, et qu'il y a zéro problème chez nous, que c'est trop facile, quoi. Enfin, voilà. Et en fait, quand ils nous en parlent et qu'on leur dit, mais vous savez, nous aussi, on trouve ça dur, c'est pas évident, on sent que, waouh, il y a la pression qui redescend. Et là, on peut en parler et on peut échanger. Et en fait, ça va déjà mieux. Ça va déjà mieux. Voilà, donc je trouve que l'accompagnement est vraiment une clé. Et il ne faut pas que les couples restent seuls par rapport à ça. Et donc, nous, moniteurs et enseignants de méthode naturelle, il ne faut aussi pas avoir peur de témoigner du fait que c'est très enrichissant, ça rend heureux, ça met dans la joie, mais ce n'est pas tous les jours facile, quoi. Voilà. Enfin, Pour compléter ce que tu viens de dire, j'ai beaucoup apprécié que vous parliez des vertus, que vous abordiez toutes ces notions, chasteté, continence, spontanéité, en définissant, parce qu'aujourd'hui il y a un problème de définition dans notre monde, où on surfe sur la couverture lisse des mots, et on ne se rend pas compte que dans le mot, il y a un travail, il y a un effort. C'est un peu ce que disait aussi René dans sa conférence. On reçoit des choses, il y a un inné, mais après, notre travail humain, c'est une participation, donc une acquisition. Et c'est ça le travail des vertus, en fait, c'est d'acquérir peu à peu des choses qui seront des forces, parce que vertu, ça veut dire force. Et donc la spontanéité, en fait, c'est pas un truc qui est donné. Oui. On a oublié la spontanéité, on a l'impression que c'est un truc, pouf, j'ouvre la main, je reçois. Ben non, c'est le fruit d'un travail, d'une acquisition et d'une maturation. Absolument. Merci. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'étais très frappé. Je ne savais pas ce qu'allait dire René, mais quand il a bien montré cette progression de notre biologique au départ, et puis de ce que nous devenons, et tout cela par les hormones, l'épigénétique, mais également les vertus, le travail que l'on peut opérer, je me suis dit, tiens, mais c'est marrant, finalement, il y a une partie qui est identique dans l'accompagnement des couples. Il faut les accompagner là aussi à travailler. En fait, il y a un travail. Alors moi, je dis à 16 aussi. Mais c'est pareil, ça peut être des exercices répétés. Merci beaucoup pour votre intervention très intéressante. Je trouve que le mot continence, moi, il me repousse un peu d'emblée. Enfin, c'est vrai que nous, on ne l'utilise pas du tout avec les couples qu'on accompagne. Et vous utilisez quoi ? En fait, rien. Enfin, dans le sens où quand on dit continence, même si je suis complètement d'accord avec tout ce que vous avez amené, mais dans le mot, ça induit qu'il y a une phase où il y a un stop, en fait. Alors que finalement, quand on fait réfléchir les couples sur les manières différentes d'exprimer son amour, etc., dans le mot continence, moi, j'entends que la pénétration, si on veut être clair, c'est stop. Mais alors que pourtant, dans notre manière d'exprimer notre amour en couple, il y a, vous l'avez dit, un langage qui est vraiment très varié. Et finalement, de pouvoir dire que, effectivement, l'union sexuelle, dans le sens de l'union physique, va être cyclique en fonction du projet, mais qu'il y a une phase d'attente par rapport à cette union sexuelle complète, mais que finalement, tout le temps, il y a toujours la sexualité qui doit se déployer
À tous les niveaux, quoi. C'est dans le mot, en fait, hein, que je trouve Alors, que... On fait Moi, je souvent, trouve ça péjoratif, ce mot-là. on Ouais. fait souvent la nuance quand on en parle avec abstinence et continence. Le mot continence, il y a le mot contenir, comme un canal contient l'eau et lui donne plus de force et plus de possibilités. C'est pas un barrage, une abstinence, c'est une continence. Voilà. Si on l'explique, ça peut être au contraire un atout. Oui, ce point est Ok. important, effectivement. C'est pour ça que nous, on emploie souvent le mot abstinence pour dire quand c'est stop, il y a ce côté négatif, ce côté frustration, ce côté. Voilà. Tandis que continence, comme dit Véro, voilà, c'est une énergie à canaliser, en fait. Bon, après, Oui, comme c'est on différent. disait, il faut définir les termes au départ. Oui. Pour compléter ce que tu disais, Marion, dans ce sens-là, on a reçu un couple il y a très peu de temps qui était, pour qui, en fait, les méthodes naturelles, c'était synonyme de très peu de relations sexuelles. Et Ouais. c'était leur idée. Ouais. Et je ne sais pas si ça a été le cas pour d'autres couples que vous accompagnez, mais on a essayé de déconstruire un petit peu cette idée. Je crois qu'il y a une étude qui montre que les couples qui pratiquent les méthodes naturelles ont autant de relations sexuelles mensuelles que les couples qui ont une autre contraception, ou plus, ouais, bon, enfin au moins autant. Mais non, c'est pour dire qu'il y a peut-être une idée qui est véhiculée dans les couples qui n'osent pas venir se former, de se dire si on se forme, ça va être, on va plus du tout avoir de relation et ça va être triste. Et au contraire, moi je suis absolument d'accord avec ce que vous disiez par rapport au chemin de joie, ça c'est clair. Mais il y a un petit peu peut-être des termes, pour aller dans le sens de Marion, qui font peur. Continence, Ouais, ouais. ça peut faire peur. Alors, et voilà. moi, je l'entends ce terme dans ce que je disais tout à l'heure. Il y a des mots, il y a 10-15 ans, que je n'aurais pas employé. Et donc, ce mot-là, il est peut-être encore bloquant. Oh, voilà, peut-être. Mais vous allez voir, là, je ne sais pas, mais quand je vois l'évolution, quand je vois ce que vous êtes aujourd'hui, les jeunes générations, il y a des mots, je vous dis, que vous acceptez bien volontiers. Au contraire, même vous trouvez que ça fait neuf, alors que c'est très ancien, et qui sont passés par une phase où la révolution sexuelle les avait interdits, hein, celle de 68, c'était tabou. Hein. Donc peut-être qu'encore ce mot continence, c'est encore un mot qui passe pas. Mais ça se trouve, dans 10 ans, ça va être le top du top. Il faudra tout. On va prendre une dernière question. Bonjour. Bonjour. Moi, je me dis, quand on accompagne sur ce sujet, effectivement, déjà, on est légitime à en parler. Et je crois qu'il faut toujours tendre des perches. Les couples n'ont pas toujours envie d'attraper la perche. Mm. C'est ça la problématique. Bien sûr. Et de creuser le sens. En fait, quand on a parlé de ça à un groupe, et ce qui est revenu, c'est que le fait de donner le sens, ça peut remotiver aussi. Pourquoi on vit comme ça ? Pourquoi ce grand respect l'un de l'autre, le fait, et aussi de voir les fruits. Je trouve que, en fait, on a un trésor et qui fait grandir l'amour, et de dire oui, c'est dur, mais quand on a ce grand désir qui nous pousse l'un vers l'autre, déjà regardez ce désir. En fait, c'est votre amour que vous voyez, et ça, c'est magnifique. Déjà, quand vous parlez d'émerveillement, ça me faisait penser à ça, de regarder notre désir et de s'en nourrir. Mais ce temps d'attente, leur dire qu'en fait, c'est sur le long terme, c'est comme c'est le lieu de se découvrir autrement, de se parler autrement, de se dire la tendresse, de laisser la place à la tendresse. Et ben, ça vient attiser leur désir sur le long terme. Ça vient j'arrive pas à m'exprimer, désolée. Voilà. En fait, dans un journal féminin tout venant à Dijon, j'ai vu écrit « On n'a pas de désir, j'ai pas de désir pour mon mari, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Le sexologue répond, il dit « Attendre, faire un stop ». Mais en fait, on a un trésor. On a ce trésor qui vient dépasser la question de chaque soir « Tu veux pas ?» En fait, non, c'est pas « tu veux pas », c'est nous, la spontanéité, c'est dans ces retrouvailles qui vont venir. Voilà. Et je vous remercie pour la gradualité, parce que c'est vraiment le chemin. C'est vraiment que comme ça qu'on peut accompagner les couples. Oui, juste une petite question et une réaction aussi après l'intervention de Madame qui a parlé du problème du mot continence qui ne passerait pas vraiment. C'est vrai que nous sommes en préparation au mariage avec mon mari et on voit de plus en plus de couples qui demandent des méthodes naturelles, qui veulent s'informer, qui ne connaissent pas. On trouve ça très beau
Et c'est vrai qu'on remarque que ce terme de continence a du mal à passer. Alors on essaye de trouver, je réagissais avec tout ce qui a été expliqué et avec l'intervention aussi de René avant. Peut-être que c'est un mot qu'il faudrait associer avec aussi le fait de canaliser son énergie pour autre chose. Peut-être que c'est vraiment le moment aussi de faire comprendre au couple que le problème de la continence n'est pas uniquement un problème de pénétration ou pas pénétration, parce que cela justifierait peut-être à ce moment-là des pratiques comme le coït interrompu, qui n'est pas du tout épanouissant pour le couple et qui n'est pas la voie du bonheur. Donc peut-être que ce terme de continence est à coupler avec canaliser son énergie pour d'autres activités et permettre aussi par la suite des retrouvailles. Leur expliquer peut-être que ça permet également d'éviter la routine, de mieux se retrouver après. Enfin, on voit qu'il y a tout un sujet, en tout cas, et un sens des choses à retrouver. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Je rajouterais, si je prends un peu de hauteur, en disant attention, ayez bien, enfin vous en êtes conscient d'ailleurs, nous sommes dans une guerre culturelle et dans une guerre des mots. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure en disant il y a des mots qu'on ne pouvait dire avant, qu'on dit aujourd'hui. Bon, en voilà un où ça bloque. Bon, donc vous avez des stratégies pour trouver des substitutions, très bien, hein, il faut le faire, mais soyez attentifs à ça. Cette guerre culturelle et cette guerre des mots, elle est redoutable. Elle est redoutable. Hein. Et c'est également un champ qu'il faut absolument, sur lequel vous devez vous former. Parce que, effectivement, alors d'abord parce que vous pouvez choquer effectivement avec des mots que vous pouvez employer, parce qu'en face, les personnes ne sont peut-être pas formées et vont être choquées. Hein, donc, vous avez raison de dire, attention, ce mot-là, il peut être bloquant. Hein, mais à l'inverse, attention aussi à être vigilant, voilà, tout simplement. Hein, parce que les mots aussi sont piégés. Voilà, le mot genre, aujourd'hui, c'est un mot piégé. Avant, on disait sexe. Bon, maintenant, on dit genre. Bon, c'est, je pense, celui-là qui est le plus emblématique. Hein. Mais il y en a tellement d'autres. Il y en a tellement d'autres. Donc, c'est juste pour vous dire, soyez attentifs, parce qu'il y a cette guerre culturelle, cette guerre des mots, et qui transforme l'anthropologie, qui transforme même l'anthropologie humaine. Donc, voilà. Merci.